Aujourd'hui, écoutez-moi bien, parce qu'on parle d'une des plus grandes figures de la Terre du Milieu. Un personnage que même les gens qui n'ont pas vu les films arriveraient à reconnaître. Oui, on va parler de Galadriel. Avant de commencer, je suis tout à fait au courant qu'il existe au moins 3 versions différentes de son histoire. Ainsi, j'en choisirai une seule. Vous verrez bien laquelle, c'est parti. Nous sommes donc en l'an 1362 de l'âge des arbres. Et là, à Eldamar, naquit une étoile parmi les étoiles. Elle était le 4e enfant de Finarfin, prince des Noldor. Déjà, rien que ça, c'est un héritage qui a de quoi marquer. Son père la nomma Artanis et sa mère l'a appelée Nerwen, jeune femme de force. Et croyez-moi quand je vous dis que ce nom-là n'était pas du tout donné à la légère. Dès ses premiers pas dans les vastes plaines d'Eldamar, Galadriel imposait une présence inoubliable. Belle même parmi les elfes, elle semblait incarner l'essence même des Noldor dans toute leur splendeur. Grande, elle en sait, son corps était un outil forgé pour les défis, une arme façonnée par les vents d'Oromé et par les champs même d'Ulmo. Elle était de haute taille, remarquable même pour une elfe. Son esprit, quant à lui, surpassait même les cimes des hautes montagnes de Valinor. Dans ses yeux brillait une lumière immortelle, une sagesse et une volonté que rien ni personne ne pouvait faire fléchir. En elle, la grâce des Teleri rencontrait la force et la fierté des Noldor. On disait souvent qu'elle pouvait rivaliser avec les maîtres d'armes des Eldar, surpassant même les plus grands. Mais Galadriel, toute force brute et puissance cachée qu'elle soit, était une âme en quête, avide de découvrir des mystères, de découvrir le monde et en partie de le dominer. Déjà durant sa jeunesse, certains murmuraient que son ambition et son courage pourraient ébranler jusqu'aux racines du monde. Quand elle couronnait sa tête de ses propres tresses pour participer aux Jeux athlétiques des Eldar, elle semblait presque incarner l'harmonie des 2 lumières immortelles. Vous pensez vraiment que c'est un hasard si son nom Sindarin, Galadriel, qui signifie jeune fille couronnée aux cheveux étincelants, finit par s'imposer? Ses cheveux eux-mêmes étaient une légende d'ailleurs. Ils étaient d'or et d'argent mêlés, un éclat si pur que les Eldar murmuraient qu'ils reflétaient la lumière des 2 arbres eux-mêmes, Telperion et Laurelin. D'ailleurs, il y a un truc à raconter avec ses cheveux. Mais pour avoir la fin de l'affaire, il faudra attendre un bon moment. Bref. En voyant cette merveille qu'étaient les cheveux de Dame Galadriel, son oncle conçut l'idée audacieuse de capturer la lumière des arbres dans un écrin indestructible. Cet oncle s'appelait Fëanor, et il venait d'imaginer les Silmarils. Imaginez une lumière si éclatante et si mystérieuse qu'elle inspira l'une des œuvres les plus tragiques et ambitieuses de l'histoire des Noldor. 3 fois Fëanor demanda à Galadriel l'une de ses tresses, et 3 fois elle refusa. Pas par arrogance, non, mais parce qu'elle pressentait quelque chose d'inquiétant dans la flamme qui brûlait en Fëanor, ou juste parce qu'elle pouvait pas le supporter, je sais pas. Bizarrement, je connais une femme elfe qui aurait refusé, frappé Fëanor et l'aurait défié en duel. Elle ressemble un peu à Galadriel, mais il manque un truc. Ah, pas grave, ça doit pas être très important. Personne ne la connaîtra, j'imagine, c'est juste ma tête. Galadriel et Fëanor, c'était comme 2 pôles opposés. Lui, le plus grand artisan des Eldar, animé par un feu indomptable et une ambition consumante. Elle, sage au-delà de ses années, forte, mais tempérée par une vision profonde. Si Fëanor surpassait Galadriel par la puissance brute de son esprit, elle le dominait largement en sagesse. Et avec les siècles, cette sagesse ne pourrait faire que grandir. Même si certains ne surent pas s'en apercevoir. Mais ne croyez pas qu'elle était exempte des ombres qui pesaient sur les Noldor, non. Galadriel partageait leur fierté et leur ambition brûlante. Comme son frère Finrod,
Elle rêvait de terres lointaines où elle pourrait régner librement, loin de l'autorité des Valar. C'était un désir contradictoire, évidemment, tiraillé entre son esprit noble hérité des Vanyar et l'agitation des Noldor qui embrasaient alors Valinor. Le malheur, c'est que même dans ses rêves les plus glorieux, une ombre grandissait dans son cœur. L'influence de Fëanor et des sombres desseins qu'il avait ourdis n'avait pas épargné les siens, ni même elle, bien qu'elle l'eût toujours défié. Elle voyait clair dans son ambition dévorante. Elle haïssait les ténèbres de son esprit, mais elle ignorait encore qu'une part même de ce mal habitait le cœur de tous les Noldor. Peut-être même, en une infime mesure, son propre cœur. L'obscurcissement de Valinor approchait. Des heures terribles lorsque la lumière des 2 arbres fut éteinte, plongeant la terre dans une nuit oppressante et terrifiante. C'est dans cette obscurité que le feu de la rébellion fut attisé. Fëanor, avec son discours enflammé et son ambition démesurée, se leva contre les Valar, appelant les Noldor à le suivre dans un exil téméraire. Parmi les princes qui s'élevaient dans cette heure sombre, une seule femme se tenait fièrement, une seule, Galadriel. Elle ne prêta pas le serment funeste de Fëanor et de ses fils, cette promesse qu'elle prévoyait lourde de sang et de malédiction, mais les paroles de Fëanor trouvèrent un écho dans son cœur quand même. La terre du milieu, vaste, libre, non gardée par les Valar, elle rêvait de ces contrées lointaines, de ces contrées où elle pourrait fonder son propre royaume, un domaine qui ne relèverait que d'elle. Son désir de régner, mêlé à l'appel du sang, la poussa à soutenir la cause de l'exil. Et comme le reste de la maison de Finarfin, elle justifia son choix en évoquant l'idée d'aider les parents isolés qu'ils avaient laissés dans les terres extérieures si longtemps auparavant. Mais les rêves de conquête se teintent rapidement de rouge dans les heures de révolte. Ce fut à Alqualondë, le magnifique port des Teleri, que tout bascula. Les Noldor, menés par Fëanor, réclamèrent les navires des Teleri pour leur traversée vers la Terre du Milieu. Les Teleri refusèrent, évidemment. Alors, ce qui n'aurait pu et n'aurait dû être qu'un départ tout simple se transforma en massacre. Galadriel était là, au cœur de cette tragédie, un mélange de rage et de dégoût, se battant farouchement contre son propre peuple pour défendre la famille de sa mère. Elle brandissait sa lame, non pas pour conquérir, mais pour protéger, tentant de résister à cette folie qui s'abattait sur son peuple. Mais c'était une lutte vaine. Les Noldor, enflammés par le charisme de Fëanor, massacrèrent leurs propres frères et leurs propres sœurs Teleri. Ils volèrent leurs navires dans une orgie de violence et de désespoir. Ce moment-là, Alqualondë, ce serait à tout jamais une fracture dans l'âme de Galadriel. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, elle ne rebroussa pas chemin. L'orgueil de Galadriel, immense, inébranlable, lui interdisait de revenir sur ses pas. Le sang des Teleri teignait ses bottes, mais elle continua d'avancer. Même après le terrible jugement des Valar, la fatalité de Mandos qui maudit les Noldor pour leurs crimes, elle refusa de s'arrêter. Son père, Finarfin, pourtant brisé par cette malédiction et l'horreur d'Alqualondë, choisit de retourner à Valinor, mais pas elle, pas Galadriel. Elle, Galadriel, poursuivit sa marche avec son frère Finrod et les fils de Fingolfin. Lorsque Fëanor, dans un ultime acte de traîtrise, abandonna ses compagnons sur les rives en portant les navires volés pour son propre usage, Galadriel affronta l'impensable. Elle mena son peuple à travers El Caraxë, à la suite de Fingolfin. C'était un désert glacial, cruel, où la mer gelée broyait les corps et brisait les esprits pendant que le blizzard rendait toute progression presque impossible. Elle fit face aux vents mordants, aux crevasses sans fond et aux nuits interminables. Beaucoup périrent dans cette traversée, mais Galadriel, forte et obstinée, persista. Chaque pas sur la glace était un défi lancé au destin, une affirmation de sa volonté de vivre, libre, quoi qu'il en coûte. Quand enfin elle atteignit les côtes septentrionales des Terres du Milieu,
Elle n'était plus la même. Elle avait traversé l'ombre, le sang et la glace. La jeune femme ambitieuse et fougueuse d'autrefois était devenue une elfe en puissance, forgée par le feu et le froid, prête à affronter un monde brisé pour bâtir son propre héritage. Après l'épreuve de l'El Caraxé et les premières batailles en Beleriand, Galadriel, aux côtés des siens, chercha refuge et alliance dans ces nouvelles terres. Pourtant, leur arrivée n'était pas accueillie avec l'enthousiasme qu'ils auraient espéré. Les Noldor, malgré leur puissance et leur noblesse, portaient en eux le poids de leurs péchés, et cela n'échapperait pas à ceux qui habitaient déjà ces contrées. Thingol, le roi de Doriath, était un seigneur sage, mais méfiant. Il connaissait les échos de Valinor et il avait entendu des sombres rumeurs sur les Noldor. Lorsqu'ils arrivèrent à ses portes, il les reçut avec froideur, exigeant de connaître leurs intentions et les détails de leur exil. Galadriel affronta ce regard perçant avec dignité. Elle comprenait la défiance de Thingol, mais elle n'était pas venue en ennemi. Toutefois, seule une poignée des Noldor fut finalement autorisée à entrer dans les limites de Doriath, et encore, uniquement après des enquêtes minutieuses. Ce fut en l'an 52 du premier âge que Finrod et Galadriel furent enfin admis à Menegroth, la grande cité souterraine du royaume de Thingol. Imaginez une seconde ces salles, creusées dans la pierre, ornées d'arbres sculptés et de joyaux scintillants, baignant dans une lumière tamisée qui évoquait l'éclat des étoiles. Pour Galadriel, qui avait grandi dans la splendeur de Valinor, c'était un lieu étrange, mais plutôt fascinant. Pour Finrod, c'était encore pire. Porté par son esprit de bâtisseur et son désir de laisser sa marque, il ne resta pas longtemps. Il a été inspiré par les cavernes de Menegroth, il a quitté Doriath pour entreprendre la création de Nargothrond, une forteresse cachée qui deviendrait l'un des plus grands bastions des Noldor en Terre du Milieu. Galadriel, cependant, elle choisit de rester. Pourquoi ? C'est une bonne question. Peut-être était-ce l'appel d'une sagesse encore inconnue, ou bien l'attachement qu'elle portait déjà à un certain Celeborn, un parent de Thingol. Leur amour était très fort, mais empreint de prudence. Ils ont évité de se marier ou d'avoir des enfants, tant que durerait la guerre contre Morgoth. Au lieu de ça, ils se sont fiancés, partageant leur vie en attendant des jours plus sereins. Ce choix permit à Galadriel de vivre auprès de la reine Melian, une Maia, une être immortelle dotée de sagesse immense. Pour Galadriel, c'était là une opportunité rare et précieuse. Melian lui enseigna les mystères de la Terre du Milieu, des savoirs que même les plus sages parmi les Noldor n'avaient pas acquis à Valinor. Ces leçons allaient bien plus loin que la simple magie ou des chants anciens. Non, Melian comprenait les équilibres subtils du monde, les forces qui liaient la lumière et les ténèbres, et l'influence insidieuse de Morgoth. Les conversations entre les deux femmes furent longues et profondes. Melian, avec sa perspicacité, devinait que Galadriel lui cachait des secrets enfouis en elle, les tragédies de Valinor, le massacre d'Alqualondë et même l'ombre d'une ambition qui n'avait jamais complètement quitté son cœur. Mais elle ne jugeait pas. Au contraire, elle l'aidait à voir plus clair en elle-même, à comprendre ses propres désirs et les conséquences de ses choix. Sous l'influence de Melian, Galadriel devint plus sage encore. Elle apprit à observer avec discernement, à comprendre les forces invisibles qui façonnaient les événements. À Doriath, elle développa cette sérénité et ce recul qui allait plus tard devenir l'une de ses marques, l'un de ses traits principaux. Mais en elle brûlait toujours et encore cette flamme de volonté, ce désir de grandeur et d'indépendance. Ainsi, les jours passaient à Doriath. Mais Galadriel savait que cette paix fragile n'était qu'un répit dans le tumulte de cet âge. La colère de Morgoth continuait de gronder au nord,
et la terre elle-même semblait trembler sous le poids des batailles à venir. Dans le royaume de Doriath, où les bois semblaient murmurer des chants anciens et où la lumière des étoiles baignait la cime des arbres, Galadriel trouva bien plus qu'un abri. Elle hérita en ces lieux d'un pouvoir ancestral et joua un rôle crucial dans la préservation des traditions des Eldar. Parmi ces traditions, on peut citer l'art de la préparation du lembas. Le lembas, ce pain elfique aux vertus presque magiques, était le symbole d'un lien spirituel avec la bénédiction des Valar. Mais le maïs de l'Ouest, ingrédient principal de leur confection, avait été perdu lors des ravages en Beleriand. Ce n'est que grâce aux Noldor qui apportèrent de nouvelles céréales issues de leur savoir-faire d'Aman que ces cultures purent de nouveau prospérer au soleil de Beleriand. Galadriel se distingua comme l'une des principales héritières de cet art, mêlant la tradition ancienne à ses propres idées. Il n'est pas exclu que Melian elle-même, curieuse et avide de comprendre ces pratiques venues d'ailleurs, ait bénéficié des connaissances de Galadriel en la matière. Et c'est pour cette raison que Galadriel, bien plus tard, donnera du lembas à la communauté de l'anneau. Les années passaient, et entre Melian et Galadriel se noua un lien unique. La Maya et l'exilé partageaient de longues conversations, souvent dans les jardins de Menegroth ou sous la douce lumière des étoiles, au moment où le murmure des arbres semblait protéger leurs paroles de leur douce vigilance. Melian s'intéressait profondément au récit de Valinor, mais Galadriel, marquée par les drames qui avaient conduit à l'exil des Noldor, restait prudente, gardant le silence sur de nombreux sujets. Ce n'est qu'en l'an 66 du Premier Âge que Melian, dans sa perspicacité, décida de confronter Galadriel. Elle perçut les ombres dans les récits fragmentaires que l'elfe racontait, les vides où semblaient se tapir de sombres vérités. Cette fois, elle posait une question directe. Que s'est-il réellement passé après la mort des deux arbres? Là, Galadriel est au pied du mur. Plus moyen de fuir alors. Après un moment de silence chargé de doute et presque de honte, Galadriel révéla enfin une partie de l'histoire. Elle a parlé des Silmarils, ces joyaux parfaits créés par Fëanor. Elle a parlé de la manière dont ils avaient exacerbé les divisions entre les Noldor. Elle a raconté aussi comment ces joyaux si beaux et pourtant si dangereux avaient enflammé les cœurs et provoqué la fuite d'Aman contre la volonté explicite des Valar. Mais elle omit de cruciaux détails. Le serment funeste de Fëanor, le massacre fratricide à Alqualondë et l'incendie des navires à Losgard. Melian, cependant, était une Maya. Et son regard pénétrant discernait les vérités cachées dans les silences de Galadriel. Elle ne pressa pas davantage, mais il était clair qu'elle percevait une ombre qui pesait sur l'âme des Noldor. Elle partagea ses doutes avec Thingol. C'est alors qu'un événement vint bouleverser le calme relatif de Doriath. Les frères de Galadriel, Engrod et Aegnor, ainsi qu'Orodreth, rendirent visite à leur sœur. Pendant leur séjour, Thingol, inquiet des silences de Galadriel et des implications des paroles de Melian, interrogea Engrod à propos des Noldor. Peut-être était-ce la méfiance de Thingol ou la pression implicite de sa cour, mais Engrod, sous le poids des accusations implicites, craqua. Il raconta tout. Le massacre d'Alqualondë, le serment de Fëanor et de ses fils et même l'incendie des navires à Losgard. Ces révélations tombèrent comme une pierre dans un lac calme, provoquant des vagues de consternation. Thingol, profondément choqué par ces actes de violence fratricide, fut empli de colère et de rage envers les Noldor. Le seigneur Olwë d'Alqualondë, c'était son frère. Les frères de Galadriel quittèrent Doriath le cœur lourd, portant avec eux la honte des actes de leur peuple. Galadriel, quant à elle, sentit la fracture grandir. Le poids de son exil, de son silence et les actes de son peuple pesaient sur ses épaules comme un fardeau. Elle resta cependant auprès de Melian et de Celeborn, s'efforçant de trouver un équilibre entre sa loyauté envers les siens et son désir de préserver les rares liens qu'elle avait tissés en Terre du Milieu. Ce devait être un moment terrible pour elle.
Malgré les tensions qui s'étaient accumulées à Doriath et au sein des Noldor, Galadriel choisit de rester dans le royaume jusqu'en l'an 102. Ce fut à cette époque que l'achèvement de Nargothrond, la grande forteresse souterraine de Finrod, fut célébré lors d'une magnifique fête réunissant tous les enfants de Finarfin. L'événement, baigné de chants et de lumière, marquait un rare moment de réjouissance au milieu des ombres croissantes du Beleriand. Galadriel, toujours curieuse et préoccupée par les liens entre les siens, demeura quelque temps à Nargothrond après les festivités. Durant son séjour, une conversation troublante eut lieu entre elle et Finrod. Elle lui demanda pourquoi il n'avait jamais pris épouse, une question qui, bien que posée avec douceur, portait une sincère inquiétude. Finrod, au lieu de lui répondre directement, parla de son royaume, de son avenir d'une voix lourde de présage. Il évoqua un destin sombre, une tragédie inévitable, laissant Galadriel avec un poids supplémentaire sur le cœur. Bravo Finrod, franchement, je t'aime bien, mais là c'était vraiment pas le moment de faire le Dark Sasuke, mec. Après son retour à Doriath en l'an 420, le cours des événements sembla s'accélérer. Melian prophétisa à Galadriel la venue d'un homme qui traverserait un jour l'anneau de Melian, ce pouvoir enchanté qui protégeait Doriath des intrus. Cet homme, disait-elle, serait poussé par un destin bien plus grand que ce qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre. Bien que les détails demeurent encore obscurs, cette prédiction marqua profondément Galadriel, éveillant en elle une curiosité pour les intrigues du destin qui liait les hommes, les elfes et les Valar. Si Galadriel ne joua pas de rôle direct dans les batailles majeures de la guerre des joyaux, les échos de ces conflits résonnèrent profondément dans sa vie. Dagor Bragollach, la bataille de la flamme subite, en l'an 455, apporta une terrible nouvelle, la mort de ses frères Engrod et Aegnor. Ces pertes furent un coup dur pour elle, une blessure qui s'ajoutait aux nombreuses tragédies déjà subies par sa famille. Mais elle tenait la tête haute, toujours forte. Une décennie plus tard, en 465, un autre coup écrasa son esprit. Finrod, son frère bien-aimé, périt après avoir été capturé et torturé par Sauron. Finrod avait sacrifié sa vie pour Beren, un homme lié à Luthien, et son acte de bravoure résonna dans tout le Beleriand. Galadriel, qui admirait profondément son frère pour sa sagesse et son courage, ressentit une immense fierté mêlée de douleur. Sa perte symbolisait la décadence et le prix cruel de la lutte pour les Silmarils. Peu avant la chute de Nargothrond en 495, Galadriel et Celeborn prirent une décision importante. Ils traversèrent les montagnes pour se rendre en Eriador. Ce choix reflétait une volonté de s'éloigner des conflits incessants et de l'effondrement imminent des grands royaumes des Eldar. En Eriador, loin de la fureur des batailles, ils espéraient trouver une certaine sérénité. Lorsque la guerre de la Grande Colère éclata, apportant avec elle la puissance destructrice des armées des Valar contre Morgoth, Galadriel et Celeborn étaient déjà établis à l'écart des combats. La victoire finale des Valar marqua la fin du Premier Âge et le début d'une nouvelle ère. Mais elle apporta aussi un appel aux elfes de Beleriand. Eonwë, le héros de Manwë, convoqua tous les elfes survivants pour retourner à l'ouest. Ceux qui répondraient à cet appel seraient accueillis avec bienveillance à Tol Eressëa et bénéficieraient du pardon des Valar. Pour beaucoup, c'était une chance inespérée de retrouver la lumière et la sérénité d'Aman. Mais Galadriel ne fut pas autorisée à revenir. En tant que l'une des principales figures de la rébellion des Noldor, elle était encore marquée par l'ombre de ses actes passés. Pourtant, lorsque cette interdiction lui fut signifiée, elle répondit avec fermeté, empreinte d'orgueil. Elle n'avait aucun désir de retourner à Aman. Cette décision n'était pas uniquement dictée par les circonstances, bien sûr. Le même feu qui l'avait poussé à quitter Aman, qui l'avait poussé à explorer toujours plus loin, continuait de brûler en elle. Tol Eressëa, bien qu'empli de beauté, c'était pas Aman. Et Galadriel voyait cette île comme un substitut, une pâle copie de la gloire qu'elle avait autrefois connue. De plus,
L'amour qu'elle portait à Celeborn renforçait sa volonté de rester en Terre du Milieu. C'est à cette époque, probablement, qu'ils ont scellé leur union, choisissant de bâtir leur vie ensemble dans ce monde nouveau et fragile. Galadriel, malgré les ombres du passé et les douleurs du premier âge, regardait déjà vers l'avenir, déterminée à façonner son propre destin et à continuer de vivre dans la Terre du Milieu qu'elle avait choisie comme son foyer. Au commencement du Deuxième Âge, alors que la Terre du Milieu émergeait des dévastations de la guerre de la Grande Colère, Galadriel et Celeborn s'installèrent à Lindon, région fertile située à l'extrême ouest du continent, baignée par les eaux de la Grande Mer. Lindon était un lieu de renaissance pour les elfes, un refuge forgé dans les cendres du Beleriand englouti, hélas. Dans ce pays divisé par le fleuve Lune, le nord était gouverné par Gil-galad, le haut roi des Noldor, tandis que le sud, moins densément peuplé, accueillait des communautés d'elfes cherchant la sérénité après les horreurs de la guerre contre Morgoth. C'est dans le sud de Lindon que Galadriel et Celeborn demeurèrent un temps. La sagesse de Galadriel et la noblesse de Celeborn leur valurent rapidement respect et influence parmi les Eldar. Pourtant, l'étreinte douce et apaisante de Lindon ne suffirait jamais à les retenir indéfiniment. Leur esprit libre et leur volonté de tracer leur propre chemin les poussèrent à quitter ce royaume naissant bien avant les années 20 du Second Âge, lorsque Gil-galad s'affirma pleinement comme souverain incontesté de la région. Leur départ, bien que discret, reflétait un désir de bâtir quelque chose de nouveau, loin de l'ombre persistante des tragédies du Premier Âge. Avec un groupe d'elfes fidèles, composé, c'est vrai, de Noldor, mais aussi d'elfes gris et de quelques elfes verts, Galadriel et Celeborn traversèrent les terres sauvages d'Eriador. Ce vaste territoire regorgeait de paysages magnifiques, des collines verdoyantes, des forêts profondes, des lacs scintillants. Parlons de lacs, le couple trouva refuge autour du lac Nenuyal, également connu sous le nom de lac du crépuscule, un lieu où la beauté naturelle et la tranquillité semblaient éternelles. Là, ils devinrent naturellement les seigneurs des Eldar d'Eriador. Leur sagesse, leur bienveillance et leur héritage les avaient dressés au-dessus du peuple qu'ils guidaient. Galadriel en particulier était principalement tenu en très haute estime pour son intelligence et sa vision, mais aussi pour son autorité naturelle, qui émanait de ses origines exaltées en Valinor et de son rôle dans les grands drames du passé. Sous leur guidance, une communauté florissante grandit autour du lac Nenuyal. Ces Eldar, bien que vivant loin des grands royaumes établis comme Lindon par exemple, trouvaient en Galadriel et Celeborn une source de stabilité et d'inspiration. C'est probablement vers l'an 300 du Second Âge que Galadriel et Celeborn accueillirent leur fille, Celebrian. Sa naissance fut un événement d'une grande importance non seulement pour eux, mais aussi pour les elfes d'Eriador. L'enfance de Celebrian se déroula au bord du lac Nenuyal, entourée par la beauté sereine de la nature et sous l'œil vigilant de ses illustres parents. Galadriel, bien qu'une figure de puissance et plutôt mystérieuse, devint une mère dévouée. Elle transmit à Celebrian son amour pour la Terre du Milieu, ainsi qu'une partie de sa sagesse et de son respect pour les vastes forces qui façonnaient les destins de tous les peuples. C'est étrange, car certains récits sont parvenus à mes oreilles, parlant de Galadriel faisant face à Sauron, allant à Númenor, bien plus tard, sans même mentionner l'importance de Celeborn, et ayant oublié jusqu'à l'existence de sa propre fille. Voilà qui est bien dommage, et je pense que ces récits doivent être erronés. Une enquête sur le sujet pourrait être valide, je pense. Enfin, à vous de me le dire. Au tournant du Deuxième Âge, le monde semblait respirer à nouveau, pansant les blessures du passé. Pourtant, dans l'ombre des montagnes, un mal ancien recommençait à se manifester. Vers l'an 500, Galadriel devina l'émergence d'une sombre influence à l'est.
Ce mal diffus mais implacable portait les vestiges des ténèbres de Morgoth. Une menace subtile mais croissante. Là où beaucoup restaient aveugles ou indifférents, elle comprit que ce danger nécessitait une réponse unifiée de la part des peuples libres. Galadriel et Celeborn devinrent alors des figures centrales des Eldar en Eriador, mais leur influence s'étendit bien au-delà des plaines et des collines qui les entouraient. En 750, une immense cité émergea. Elle s'appelait Ostinethil, bâtie par Celebrimbor, descendant de Fëanor lui-même et maître artisan des Noldor. Galadriel, bien que méfiante envers les excès hérités des fils de Fëanor, reconnaissait en Celebrimbor un allié potentiel. Ensemble, ils établirent des relations fructueuses avec Khazad-dûm, où les nains travaillaient un précieux minerai d'une rare beauté, le mithril. Celeborn, d'abord réticent envers cette alliance, céda face à la vision plutôt pragmatique de Galadriel. L'union des elfes et des nains à travers Eregion marqua le début d'une ère de prospérité sans précédent. Cette prospérité, cependant, attira une attention dont les seigneurs se seraient volontiers passés. Vers 1200, un étranger apparut en Eriador, se présentant sous le nom d'Anatar, seigneur des dons. Ses paroles, douces et séduisantes, promettaient des secrets qui transcenderaient tout ce que les Noldor avaient connu ou appris, même de Fëanor lui-même. Pourtant, là où Celebrimbor et ses forgerons voyaient une chance inouïe, Galadriel percevait une menace. Elle repoussa Anatar avec une froideur implacable, déclarant qu'il ne montrait que très peu l'empreinte d'Aolé comme il prétendait en être porteur. Peut-être est-ce pour ça que les nains n'ont jamais voulu traiter avec Anatar? Mais Anatar n'abandonna pas si facilement, vous vous en doutez. Il forma des dissensions au sein de l'Eregion, retournant progressivement les forgerons contre Galadriel et Celeborn. Et en 1350, les tensions culminèrent. Celebrimbor, sous l'influence insidieuse de Sauron, expulsa Galadriel. Accompagnée de sa fille, elle traversa les monts brumeux pour Khazad-dûm, puis trouva refuge en Lorinand, où son influence continua de croître. Le véritable dessein de Sauron se révéla en 1600, lorsqu'il forgea l'anneau unique dans les flammes de la montagne du destin. Avec cet anneau, il chercha à contrôler les autres anneaux de pouvoir, forgés par Celebrimbor et les Gwaithimyrdain, les artisans joailliers. Ils étaient sous sa direction. Mais sa trahison fut découverte. Celebrimbor, comprenant l'ampleur de son erreur, chercha refuge et conseil auprès de Galadriel en Lorinand. Je sais que cette histoire est plus longue et bien plus tragique que ce qu'elle est ici, mais gardez en tête qu'il s'agit de l'histoire de Galadriel et non celle des anneaux de pouvoir. Elle pourrait revenir, qui sait. Galadriel, consciente que les anneaux ne pouvaient être détruits, proposa une alternative, les cacher. Celebrimbor lui confia Nenya en réponse et en gage de sa confiance. Mais Sauron, furieux de voir son plan échouer, déclencha une guerre contre les elfes en 1693. En 1700, Ostinethil tomba. Celebrimbor fut capturé, torturé, changé en bannière et tué, mais il ne révélera jamais les secrets des anneaux. Sauron soupçonna Galadriel et Gil-galad de les garder. Mais au moment même où Sauron allait mettre la main sur Galadriel et les secrets des forgerons, les corps de Númenor sonnèrent et le commandant Kiriatur envoya ses fiers hommes au secours des elfes. Mais trop tard, malheureusement, Eregion était perdu. Après la guerre, le cœur de Galadriel fut pris par la nostalgie de la mer. En tant que l'une des hautes elfes, ce désir était ancré en elle. Mais son interdiction de revenir à Valinor la liait à la Terre du Milieu. Accompagnée de Celebrian, elle traversa à nouveau Khazad-dûm et rejoignit Imladris, où elle retrouva Celeborn. Imladris devint alors un bastion des Eldar, mais Galadriel ne pouvait s'y attarder bien longtemps. Elle et Celeborn partirent pour le sud et vers Belfalas. Ils établirent un foyer au bord de la mer. Là, près de Dol Amroth, leur présence fut une lumière pour les quelques elfes qui habitaient encore ces terres. Mais même ce repos ne dura pas éternellement. La nostalgie des vastes forêts de Lorinand les rappela. Ils retournèrent 2 fois en Lothlórien avant la fin du Second Âge, préparant la résistance contre Sauron et forgeant les liens
qui marquerait leur règne dans le futur. Nous sommes en 109 du troisième âge. Une union scella les liens entre deux lignées légendaires. Celebriane, fille de Galadriel et Celeborn, épousa Elrond le demi-elfe, seigneur d'Imladris, fils d'Earendil et d'Elwing. Pourtant, cette joie familiale ne suffisait pas à apaiser les pressentiments de Galadriel. On peut presque sentir son inquiétude comme une brise froide traversant les vastes forêts de la Terre du Milieu. L'ombre qui grandissait en forêt noire émergeant des ruines de Dol Guldur hantait son esprit. Poussés par ce sombre pressentiment, Galadriel et Celeborn entreprirent de longs voyages à travers le Rhovanion, des frontières du Mordor jusqu'au royaume de Thranduil dans le nord. Imaginez-les, traversant des terres sauvages, écoutant les récits étranges des hommes et des elfes, observant avec vigilance les signes émergents d'un mal latent. Lors de leur séjour en Lorien, ils contemplaient avec admiration le royaume prospère du roi Amroth. Mais Galadriel voyait au-delà de son règne, elle devinait en son cœur que cette terre allait devenir un bastion contre l'ombre naissante à l'est. Vers l'an 1100, alors que les Istari, ces étranges magiciens, arrivaient en terre du milieu, seuls quelques-uns connaissaient leur véritable origine. C'est dans ces années troublées que le mal de Dol Guldur fut identifié comme l'œuvre d'un Nazgûl, l'un des porteurs des anneaux des hommes. La tension allait croissante parmi les sages, rassemblés dans de sombres salles, délibérant sur cette menace insidieuse. Le temps passa, mais les ténèbres ne cessèrent de croître. En 1980, une ombre terrible surgit à Khazad-dûm, contraignant les nains à abandonner leur royaume. Cela s'ajouta à la perte tragique d'Amroth, le roi bien-aimé de Lorien. Cette terre, privée de son souverain, se retrouva vulnérable. Galadriel et Celeborn, appelés par le peuple, traversèrent les monts brumeux une nouvelle fois pour répondre à cet appel. Leur arrivée fut un baume pour le cœur des Galadrim. Imaginez-les un instant, rayonnant de puissance, de sagesse, acceptant humblement le rôle de seigneur et dame de Lorien, sans pourtant prétendre à aucun titre royal. Au fil des siècles, l'ombre de Dol Guldur gagna en puissance. En 2463, Galadriel convoqua le Conseil Blanc, réunissant les plus grands sages de l'époque pour contrer cette menace. Vous seriez émerveillés de les voir ainsi réunis. Gandalf, le sage pèlerin gris, Saruman le Blanc encore alors respecté, Elrond, porteur de Vilya, l'un des trois anneaux, Galadriel avec Nenya, plaida au conseil pour que Gandalf le dirige, mais elle échoua et cette tâche échut à Saruman. En 2510, une profonde tragédie frappa Galadriel. Sa fille Celebriane, blessée par des orques, quitta la Terre du Milieu pour naviguer vers l'ouest. Il est presque possible de sentir l'écho de cette perte dans les bois dorés de Lorien, comme une ombre voilant brièvement leur éclat, ainsi que le cœur de Galadriel. Les feuilles dorées tomberaient toujours au souvenir de Celebriane maintenant. Cette même année, lors de la bataille des champs de Celebrant, Galadriel révéla une part de son pouvoir en répandant un brouillard blanc, dense et pur, s'élevant sous sa volonté, masquant les cavaliers des Orles et dispersant les ténèbres émanant de Dol Guldur. Cette intervention permit la victoire et marqua une nouvelle alliance entre les hommes du Nord et le Gondor. Les siècles suivants virent le Conseil Blanc demeurer relativement inactif, jusqu'à ce que Gandalf découvre en 2941 que l'ombre de Dol Guldur n'était autre que Sauron. Galadriel joua un rôle majeur dans la décision de le chasser. Alors, furent lancées la marche des armées elfiques et le pouvoir du Conseil uni pour expulser Sauron de cette forteresse sombre. C'est un moment qu'on peut voir dans le Hobbit, et qui est assez beau, je le concède. Peu de temps après, Aragorn, héritier des Dúnedain, entra en Lothlórien. Homme fatigué par ses voyages,
mais portant en lui l'étoffe des rois. Galadriel, reconnaissant son destin, lui offrit non seulement son accueil, mais aussi un rappel de sa grandeur. Elle l'habilla comme un prince, apte à porter le poids des royaumes des hommes. C'est également ici qu'Aragorn et Arwen, la petite fille de Galadriel, scellèrent leur amour. Mais le conte d'Aragorn et d'Arwen, c'était là une autre histoire. En écoutant ces événements, vous ressentez peut-être la profondeur de l'impact de Galadriel sur la Terre du Milieu. C'est une dame sage et bienveillante, ça vous le comprenez maintenant. Mais elle est surtout une force, un rempart contre l'ombre, guide pour ceux qui cherchent la lumière. Sa présence illumine les âges et son histoire entrelacée à celle de la Terre du Milieu est une invitation à contempler la lutte éternelle entre le mal insidieux et l'espoir lumineux. Voyez-vous les feuillages d'or éternels dans les bois enchantés de la noble Lorienne? Entendez-vous chanter d'un murmure si frêle les eaux claires du Celebrant à la venue du matin? Là sont les doux échos d'un âge de lumière, quand la dame des bois, gardienne face à la nuit, brandissait l'éclat pur contre l'ombre amère, une flamme vacillante qui jamais ne périt. Lorsque la compagnie de l'Anneau atteignit les bois dorés de Lothlorien dans la soirée du 17 janvier 3019, l'air semblait chargé d'un calme surnaturel. Pensez à la lumière des étoiles filtrant à travers les branches dorées des Melirnes, tandis qu'une douce mélodie elfique semblait résonner au loin. Guidés par Haldir, les membres fatigués et peinés de la compagnie arrivèrent à Carath Galadon, la cité suspendue dans les arbres, où résidaient Galadriel et Celeborn, seigneurs et dames de Lorien. Ils montèrent jusqu'au Talan royal, une plateforme magnifiquement sculptée, baignée d'une lumière d'argent. Celeborn, grand et majestueux, les accueillit en appelant chacun par son nom, révélant une connaissance impressionnante de leur mission. Galadriel, vêtue d'un blanc éclatant, se tenait à ses côtés, son regard pénétrant semblant lire à l'intérieur même de leurs âmes. Lorsqu'elle apprit la perte de Gandalf dans les profondeurs de la Moria, un voile de tristesse passa sur son visage. Cependant, elle réprimanda doucement Celeborn lorsque celui-ci critiqua leur choix de passer par les mines. Faisons preuve d'une compassion particulière envers Gimli le nain, donnant les noms anciens dans sa langue secrète. Ce dernier, submergé par la noblesse de la dame, s'inclina devant elle, brisant de ce geste en cet instant des siècles de méfiance entre elfes et nains. Un mois après leur arrivée, Frodo et Sam suivirent Galadriel jusqu'à un endroit secret, jardin sous les étoiles. Là, au cœur d'un bassin argenté, qu'elle remplit d'une eau claire, elle leur montra le miroir de Galadriel, un artefact mystérieux capable de révéler des visions du passé, du présent et du futur. Imaginez les reflets changeants dans l'eau, les images floues et troublantes de la destruction et de l'espoir. Lorsque Frodo vit l'œil ardent de Sauron, son souffle se coupa. Mais Galadriel lui murmura des paroles rassurantes, car nul mal ne pouvait pénétrer en Lorien tant qu'elle-même serait là. Elle dévoila alors Nenya, son anneau de pouvoir, scintillant comme un diamant éternel. Elle expliqua que son pouvoir disparaîtrait probablement si l'anneau unique était détruit, entraînant avec lui une beauté intemporelle qui faisait la gloire de la Lorien. Frodo, impressionné par sa grandeur, lui offrit librement l'anneau unique. Galadriel rit doucement, mais ses mots résonnèrent comme un tonnerre. Je ne nie pas que mon cœur a grandement désiré ce que vous offrez. Une lumière intense jaillit soudainement d'elle, et dans un éclat éblouissant, elle apparut comme une reine terrible et magnifique, une vision de puissance irrésistible. Puis, avec un rire apaisé, elle déclara « J'ai réussi le test. Je diminuerai. J'irai à l'ouest et je resterai Galadriel. » En même temps, même si elle avait pris l'anneau, elle se serait toujours appelée Galadriel. Bref, avant le départ de la compagnie, Galadriel organisa une cérémonie d'adieu. Installée avec Celeborn sur une barque en forme de cygne, elle chanta une mélodie ancienne, rappelant les rivages d'Eldamar, emplissant l'air d'une douce mélancolie.
Ensuite, elle distribua des cadeaux à chacun des membres de la compagnie. Quand ce fut au tour de Gimli, un silence curieux s'installa. Galadriel demanda ce qu'il désirait et le nain, après l'avoir complimenté avec une sincérité touchante, répondit avec audace. « Une seule mèche de vos cheveux, dont l'or surpasse tous les joyaux de la terre, dame Galadriel. » Un murmure de surprise parcourut les elfes présents. Fëanor lui-même, des siècles auparavant, avait demandé cette faveur inestimable et s'était vu opposer un refus catégorique. Mais à la stupéfaction générale, Galadriel sourit et offrit à Gimli non pas une, mais 3 mèches de ses cheveux d'or. Elle les plaça dans un écrin d'argent et Gimli, les larmes aux yeux, jura de préserver dans un cristal impérissable comme un souvenir précieux de sa bienveillance ce cadeau inestimable. Ce geste, à la fois noble et ironique, il faut le dire, brisa définitivement les préjugés entre elfes et nains et devint une anecdote légendaire. Fëanor devait se retourner dans les salles de Mandos à ce moment, si tant est qu'il y était. À Aragorn, elle remit la pierre des elfes, un bijou d'émeraude en gage d'espoir et de son futur mariage avec Arwen. À Frodo, elle offrit une fiole contenant la lumière de l'étoile d'Earendil, un cadeau destiné à briller dans les moments sombres. Elle fit d'autres cadeaux à d'autres membres de la compagnie, mais moins importants que ceux-ci. Et donc, alors que la communauté de l'anneau descendait l'Anduin, ils jetèrent un dernier regard à Galadriel. Debout sur la rive, toute de blanc vêtue, elle levait les bras dans un geste de bénédiction. Sa silhouette lumineuse resta visible bien après qu'ils eussent disparu de sa vue, et Frodo entendit encore sa voix, claire et mélodieuse, récitant un poème elfique. Pendant que la compagnie finissait son travail, la guerre n'épargnait pas la Lorien. 3 fois Dol Guldur lança des assauts sur la forêt d'or, mais Galadriel et son peuple résistèrent vaillamment. Après la chute de Barad-dûr, Celeborn mena une armée entière pour prendre Dol Guldur, et Galadriel, avec sa puissance légendaire, fit tomber ses murs et purifia ses fosses corrompues. Le soleil brillait doucement sur les tours de Minas Tirith lorsque Galadriel et Celeborn assistèrent au mariage d'Arwen et d'Aragorn. Les chants résonnaient dans les rues de la Cité Blanche, des mélodies tissées de joie et de renouveau. Mais dans le regard de Galadriel, une ombre subtile persistait. Une tristesse que seuls ceux qui avaient traversé les âges pouvaient comprendre, une lassitude. Elle savait que la fin de l'histoire des elfes en Terre du Milieu était proche. Peu après, la dame de la Lorien et son époux se joignirent à la chevauchée funèbre du roi Théoden vers le Rohan. À Edoras, dans la salle dorée, leurs voix s'élevèrent parmi les lamentations des Rohirrim. Et nul seigneur n'eut jamais si grand honneur, car Galadriel, d'une élégance sans pareille, chanta pour honorer le défunt. Le chant portait la mémoire des royaumes déchus et des rois tombés, un écho de sa sagesse ancienne qui embrassait à la fois la gloire et le déclin. Lors de leur voyage vers le nord, ils firent halte à Isengard. Là, sous les grands arbres, ils rencontrèrent Sylvebarbe le vieil. Son regard millénaire brilla lorsqu'il admit avoir libéré Saruman. Galadriel, de sa voix douce, lui répondit « Nous ne nous verrons plus en ce monde, vieil ami, mais ta sagesse et ta force demeureront dans les racines profondes des forêts. » Plus tard, sur leur route, ils croisèrent Saruman. Le vieil Istar, brisé et amer, cracha des mots de reproche. « Vous m'avez toujours détesté, dame Galadriel. Maintenant, nous partageons une ruine commune, vous et moi. » Galadriel le regarda avec une compassion infinie, mais ne répondit rien. Son silence, plus puissant que toute parole, fut son dernier adieu à un être autrefois grand et désormais consumé par sa propre folie. Deux ans s'écoulèrent, et le 22 septembre 3021, par une nuit paisible dans la comté, Galadriel et Elrond menèrent une compagnie errante à travers les terres verdoyantes des Hobbits. Leur passage était discret, mais empreint d'une majesté éclatante. Frodo et Sam, marchant sous les étoiles, tombèrent sur eux. Lorsqu'ils virent Galadriel, une lumière douce émanait d'elle, une lueur semblable à celle de la lune dans son éclat le plus pur. À cet instant, Frodo comprit. La lassitude qui pesait sur son âme depuis le retour de la montagne du destin
trouvait écho dans le regard de la dame. Elle lui tendit la main, et dans ce geste silencieux, il trouva l'apaisement qu'il avait tant cherché en vain. Lui aussi partirait, rejoignant les elfes dans leur dernier voyage. Mais ce cadeau n'était pas celui de Galadriel, mais celui d'Arwen. Le 29 septembre, devant un flamboyant crépuscule, la compagnie arriva au Havre gris. Les eaux scintillaient d'or et d'argent sous les rayons du soleil couchant. Là, Círdan, le charpentier de navire, les attendait, et un grand vaisseau aux voiles blanches était prêt à prendre la mer. Un à un, les voyageurs montèrent à bord, et Galadriel fut la dernière à franchir la passerelle. Avant de disparaître, elle se retourna une dernière fois, levant les bras dans une bénédiction silencieuse, souvenir d'un au revoir en Lorien des années auparavant. Une brise légère caressa les visages de ceux qui restaient sur le rivage, comme une ultime étreinte d'adieu. Ces paroles résonnèrent doucement. « Soyez en paix, enfants de la terre du milieu. Nous vous laissons une terre à reconstruire et un espoir à préserver. » Alors que le navire glissait sur les eaux calmes, la silhouette de Galadriel se fondit dans la lumière. Les voiles blanches étincelèrent sous l'éclat des dernières lueurs du soleil. Et peu à peu, le navire disparut à l'horizon. Sur la rive, Sam essuya ses larmes, tandis que Merry et Pipin restaient silencieux, sentant que quelque chose d'immense venait de s'en aller à l'ouest. Ce fut la fin du troisième âge, marquée par le départ des derniers grands Eldar de la Terre du Milieu. Pourtant, leur souvenir resta, gravé dans les cœurs et les chants des peuples libres. Bien des années plus tard, il est dit que Celeborn rejoignit Galadriel dans les terres immortelles. Et dans un acte rare et unique, Gimli le nain obtint la permission de passer à l'ouest, animé par son désir de revoir la dame qui avait brisé les chaînes du préjugé entre leurs peuples et empli son cœur d'une telle félicité. Ainsi, sous les cieux d'Aman, peut-être dans un jardin éclairé par une lumière douce et éternelle, Galadriel et Celeborn partagent à nouveau une paix profonde, un reflet de ce qu'ils avaient offert au monde et qu'ils avaient quitté malheureusement, mais ils étaient peut-être accompagnés du seigneur Gimli des cavernes scintillantes, nain le plus fameux depuis les jours de Durin. Merci d'avoir suivi ce long épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le partager, y mettre un commentaire et tout ça. Ce serait la meilleure façon de me remercier pour un travail aussi long. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu plus court, mais qui j'espère va vous intéresser tout autant. En attendant, suivez-moi sur les réseaux, venez me voir sur Twitch si vous voulez voir un peu de jeu, de lecture et tout ça. Moi je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine, et à très bientôt aux Terres du Milieu. Ciao!